Alors moi, c'est Marina Toreliabou, je suis psychologue en addictologie dans un XAPA, donc un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et c'est des centres où il y en a un peu partout en France. Ils sont gratuits, ils sont anonymes pour ceux qui le veulent. Et on reçoit vraiment des patients de tout type d'addiction, que ce soit comportementale, que ce soit substance, les plus de 25 ans, les moins de 25 ans. Et on reçoit aussi l'entourage, parce que souvent l'entourage est oublié, donc c'est important de pouvoir les recevoir. Qu'est-ce qui rend justement les jeux de casino particulièrement addictifs ? Déjà, comme tout type d'addiction, que ce soit addiction comportementale ou addiction avec une substance, déjà, on n'est pas tous égaux face à ça, puisqu'il y a des facteurs de vulnérabilité, des facteurs à l'origine de l'addiction, qui fait qu'une personne va être plus sensible, plus vulnérable à avoir une addiction, à développer une addiction plutôt qu'une autre. Le premier facteur, c'est le facteur environnemental, donc c'est vraiment l'environnement dans lequel la personne évolue dans son quotidien, c'est-à-dire l'accessibilité au jeu, là pour le coup, la pression sociale, la culture aussi, si elle grandit dans une famille où c'est très très présent, le jeu d'argent de manière générale, c'est très normalisé. C'est une personne qui a peut-être ce facteur-là environnemental qui est un peu déséquilibré. Il y a le facteur génétique aussi, donc des personnes qui vont être plus vulnérables à l'addiction de manière générale comparée à d'autres. Il y a les facteurs neurobiologiques. Donc, que ce soit une addiction substance, une addiction comportementale, il y a une modification au niveau des circuits en jeu dans l'addiction. Donc, on en a à peu près 4, le circuit de la récompense, le circuit de la mémoire de l'apprentissage, le circuit du contrôle inhibiteur et le circuit de la motivation. Et quand on n'a pas de pathologie liée à l'addiction, tout ça, ça fonctionne très bien ensemble, ça communique, c'est parfait. Quand on est dans l'addiction, par contre, il y a le circuit de la récompense et de la mémoire à l'apprentissage qui communiquent encore ensemble. Mais par contre, le circuit de la motivation et le circuit du contrôle inhibiteur, eux, vont être isolés et vont plus du tout communiquer avec les deux premiers circuits, donc ça crée un changement au niveau du cerveau. On a le facteur aussi développemental, donc là c'est vraiment comment la personne se développe, que ce soit la puberté, au niveau de la maturité aussi cérébrale, puisqu'il faut savoir que le cerveau mature, se développe jusqu'à à peu près les 25 ans environ. Donc si on a des comportements problématiques avant, on va se développer aussi avec ça. Et puis le facteur psychologique, donc là ça va vraiment être le tempérament de la personne, sa personnalité, s'il y a des traumatismes, s'il y a d'autres pathologies, s'il y a d'autres comorbidités, en tout cas de pathologies psychiatriques. Donc ça déjà, ces facteurs-là, en fait, c'est des facteurs qui ne sont pas isolés. C'est-à-dire qu'une personne développe une addiction si ces 5 facteurs, en fait, sont déséquilibrés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un facteur génétique par rapport à l'addiction, mais que l'environnement est plutôt sain, que le développement se passe plutôt bien, alors il ne va pas forcément développer une addiction. Dans les jeux d'argent, les jeux de hasard qu'on retrouve au casino par exemple, il y a aussi des phases en fait qu'on retrouve pas spécialement dans les autres addictions, dans le sens où il va y avoir une première phase de gain, c'est-à-dire que la personne va jouer, on appelle ça le big win, donc la personne va jouer et va gagner peut-être un peu plus que d'habitude, va gagner plus que la somme misée, et là ça va faire comme une personne qui consomme de la drogue, en fait, il va y avoir un gros shoot à ce moment-là, donc une grosse excitation, l'adrénaline, la dopamine, et donc la personne qui va être plus vulnérable à l'addiction va avoir plus tendance à réitérer l'expérience du jeu pour retrouver ce pic, en fait, ce shoot. Spoiler alerte, elle ne le retrouve qu'une seule fois, puisqu'on a vraiment ce gros shoot de dopamine là, quand on fait quelque chose pour la première fois. Donc ça va engendrer vraiment ce côté de continuer de jouer. En plus de ça, il y a tout ce qui est biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, ce sont des erreurs d'interprétation en fait. Donc elle va gagner, puis au bout d'un moment, elle va se dire que c'est grâce à elle en fait qu'elle gagne, qu'elle arrive à prévoir, à prédire le hasard, aussi à contrôler le hasard. Bon, un autre spoiler alerte, on ne contrôle pas forcément le hasard, mais du coup il va y avoir toutes ces erreurs d'interprétation. Alors, je sais pas, par exemple, elle peut se dire, j'ai eu 3 séries de rouge, la prochaine ça va forcément être du rouge ou ça va forcément être du noir, alors qu'en fait on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de biais cognitifs qui se mettent en place à ce moment-là. Sauf que comme elle a eu tendance à réitérer l'expérience, elle prend plus de risques dans le jeu. Et donc arrive la phase de perte. Parce que oui, la phase de perte arrive tout le temps. Tout le temps. Donc elle va perdre en fait ce qu'elle a misé, elle va perdre son argent, elle va perdre aussi ce moment qui lui a apporté beaucoup d'émotions. C'est un peu ce tsunami émotionnel. Et donc là, elle va amener cette phase de désespoir en fait.
qui peut vraiment s'apparenter à des traits dépressifs. Donc vraiment le désespoir d'avoir perdu. Et là, ce qu'on va retrouver dans les addictions aux jeux d'hasard et d'argent, au casino, c'est ce côté de vouloir se refaire. Et donc la personne, donc c'est la dernière phase, le chasing. Ce qu'on appelle le chasing, en fait, c'est vouloir se refaire, c'est-à-dire qu'on va réutiliser le jeu ou emprunter de l'argent pour pouvoir se refaire et pour retrouver en fait la mise qu'on avait mis à la base. Et tout ça, ça fait ce cercle vicieux parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir aussi ce big win, cette perte, ce désespoir et puis ce moment de vouloir se refaire qui redonne l'espoir en fait et qui amène à jouer encore plus. Et puis aussi un autre point important, c'est qu'il ne faut pas oublier que le casino, en tout cas les casinos, ce sont des lieux qui sont faits pour nous faire rester et pour nous faire jouer encore et encore. C'est-à-dire que si vous allez dans un casino, très souvent, on a une moquette qui n'est pas très belle, une déco qui n'est pas incroyable. Le but, c'est que vous n'ayez d'yeux que pour les machines à sous, que pour que pour les lieux de jeu, en fait. Donc l'idée, c'est pas que votre regard se fixe sur le décor. Il faut que le regard se fixe sur les jeux. En plus de ça, ce sont des lieux où les sens sont très vite saturés. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, beaucoup de gens, beaucoup de lumière également. Il faut savoir que quand beaucoup de nos sens sont saturés, on a plus tendance à rentrer facilement dans un état de conscience modifié. Donc forcément, on n'est plus exactement à 100% présent. Et puis si on regarde bien dans les casinos, c'est très rare qu'il y ait des fenêtres. Il n'y a pas d'horloge, parce que le but, c'est que vous ne voyez pas le temps qui passe. Et donc vous jouez, et vous jouez, et vous jouez. Et puis dans certains casinos aussi, alors peut-être que ça a changé, mais il n'y avait pas forcément aussi de miroir dans les toilettes. Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez prendre conscience de votre état de fatigue. Enfin, c'est tout ça qui est calculé, qui fait que le but, c'est que le casino gagne. En tous les cas, c'est le casino qui gagne. Que vous restez du temps, que vous restez longtemps. En plus de ça, souvent, les consommations d'alcool, par exemple, sont gratuites. Donc en plus, tant qu'à faire, on va rester. Et les casinos, ils sont faits pour jouer sur vos biais cognitifs, en fait. Ils sont faits pour s'initier, en fait, dans les failles. Donc il y a tout ça, les facteurs, les biais cognitifs, le casino en lui-même et les phases qu'on retrouve dans le jeu d'argent qui fait que c'est quelque chose d'assez addictif. Quels sont les signes qui peuvent alerter une personne qu'elle est en train de développer une addiction justement au jeu de casino ? Alors un des premiers signes, c'est le moment de vouloir se refaire. Quand la personne a ce besoin limite de vouloir se refaire à travers le jeu, par exemple, là c'est un premier signe quand même. Quelqu'un qui n'a pas forcément de pathologie, au bout d'un moment elle va s'arrêter, elle va prendre conscience peut-être de sa perte, alors que la personne dans la pathologie, elle va vouloir absolument se refaire. Ça fait partie des biais cognitifs de penser qu'on va se refaire. Ça va être des personnes aussi, par exemple, et ça on le retrouve aussi dans les biais cognitifs, où le presque, par exemple, c'est ce qu'on appelle le presque gain. C'est-à-dire que si, imaginons qu'on joue à machine à sous, il faut que les 7 s'affichent, les 3 7 s'affichent, ou les 4 7, je ne sais plus. S'il y en a 2 qui s'affichent et le 7 il est juste au-dessus, donc on a l'impression d'avoir presque gagné, quelqu'un qui n'a pas de pathologie, il ne va pas prendre ça comme une perte, mais il ne va pas prendre ça comme un gain non plus. Alors que quelqu'un qui a une pathologie d'addiction aux jeux d'argent, au casino, lui, il va prendre ça pour un gain. En fait, il a presque gagné. Donc il a, alors qu'on ne va pas se mentir, c'est une totale perte, parce qu'il a perdu toute sa mise. Mais pour lui, il le prend vraiment comme un gain. Et donc il va continuer parce qu'il a presque gagné. Donc ça veut dire que les prochaines fois, il va gagner en fait. Donc il y a ça. Et puis bien évidemment, on parle d'addiction. Et donc les critères de l'addiction de manière générale. Et là, moi j'utilise beaucoup un moyen mnémotechnique qui vient du professeur Carilla, qui est les 5 C, et qu'on retrouve aussi dans les addictions au jeu. Donc c'est la perte de contrôle, donc ça veut dire que on ne peut pas ne faire qu'une seule partie, il faut absolument qu'on continue, on ne peut pas faire autrement. On a le craving, donc des envies vraiment irrépressibles de jouer, vraiment, même si ce n'est pas une substance, il y a cette envie irrépressible de vouloir jouer. Il y a de continuer malgré les conséquences sur sa vie, donc que ça soit financière, familiale, professionnelle. Donc on continue malgré tout ça. On a un comportement compulsif, donc on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Et on a ce côté un peu chronique aussi, donc on fait régulièrement, on va jouer régulièrement. Donc voilà, donc c'est tous ces signes-là qui fait que on peut parler d'addiction aux jeux d'hasard et d'argent, en tout cas aux jeux de casino. Et puis bien évidemment, quelqu'un qui commence à mentir, à cacher,
ses gains par exemple, ou ses pertes surtout, à cacher son comportement face à ça. Ça reste des signes qui peuvent nous alarmer en fait. Ça peut être intéressant, avant d'aller au casino, de pouvoir se fixer un budget, se fixer un temps et s'y tenir. Et c'est quelque chose qui va prévenir en fait l'addiction. C'est-à-dire que on fait en sorte, je mise tant et je ne dépasse pas, et je ne cherche pas à me trouver des excuses ou à trouver des petites ah oui mais là j'ai presque gagné, du coup je peux y aller. Non, en fait on se fixe des règles. Donc ça c'est vraiment pour prévenir. Après souvent ils sont limite dans un état hypnotique, hein. Donc quand c'est lancé, c'est lancé. Donc c'est important de le travailler en amont, de prévenir. Et que l'entourage aussi soit vigilant, par exemple. Et ce genre de choses, se poser des limites, par exemple un budget fixe, etc., ça peut fonctionner chez certaines personnes? Oui, ça peut fonctionner chez certaines personnes. Chez d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué, à tenir. Mais ça peut fonctionner. C'est ce qu'on travaille aussi quand on fait un suivi thérapeutique avec eux, où on va travailler vraiment le comportement et des stratégies. Parce que le but, quand on travaille avec les addictions comportementales, le but, c'est pas l'abstinence. Le but, c'est d'apprendre à retrouver un peu un certain contrôle dans son comportement à ce niveau-là, parce que tout ce qui est addiction comportementale, c'est très très compliqué d'être dans l'abstinence totale. Alors, dans le jeu d'hasard et d'argent, on peut l'être, mais après, c'est à se questionner, est-ce qu'on accepte de jouer, je dis n'importe quoi, mais de jouer au Monopoly avec ses enfants, par exemple, est-ce que ça ne va pas réveiller l'envie de jouer? Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément d'abstinence totale, mais pour le jeu d'hasard et d'argent, on peut quand même viser l'abstinence dans tous les cas. Du coup, comment la dépendance au jeu de casino peut-elle affecter justement la vie quotidienne d'une personne, que ce soit sur ses finances, ses relations, son travail, etc.? Il y a pas mal d'impact quand même dans la vie quotidienne chez les personnes. Il peut y avoir en effet, déjà, ça peut être des personnes qui ont un rythme de vie qui vont être un peu décalé. Si c'est des personnes qui vont jouer plutôt en fin de journée, le soir, et du coup qui peuvent passer beaucoup de temps au casino, puisqu'encore une fois, le but du casino, c'est que vous ne voyez pas le temps qui passe. Donc ça va être des personnes qui vont avoir un rythme décalé, donc il peut y avoir des complications autour du sommeil. Il peut y avoir aussi beaucoup de complications autour de l'alimentation. Ça peut être des personnes qui sont tellement happées qu'elles ne pensent pas forcément à manger, ou alors quand elles mangent, c'est pas forcément, ils mangent pas de la salade. En général, dans les casinos, on ne pas trop la salade. Ça peut être aussi d'autres comportements addictifs, parce que il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir la cocaïne pour tenir aussi, ou toute autre substance. Il peut y avoir des problèmes d'ordre financier, parce que souvent il y a des dettes, ils empruntent aux banques, ils empruntent à la famille, ils peuvent voler aussi. Et puis il peut y avoir aussi des problèmes avec la justice, parce que justement il peut y avoir arnaque, il peut y avoir vol, il peut y avoir escroquerie, il peut y avoir usurpation d'identité. Et puis il peut y avoir aussi des complications d'ordre psychologique, donc de l'anxiété, de la dépression également. Ça peut être aussi des personnes qui vont avoir des problèmes d'ordre social, donc avec la famille, avec les proches, avec les amis, qui vont vraiment mettre de côté. En fait, tout va tourner autour du jeu, et donc tout ce qui semblait important vont être mis de côté au profit du jeu en fait. Donc il peut y avoir tout ça, et puis il peut y avoir aussi des problèmes cardiaques, il peut y avoir des problèmes aussi musculaires, il peut y avoir tout un tas de choses. Quelles sont les démarches que vous suivez pour aider une personne dépendante au jeu de casino à se rétablir? Et tout à l'heure, vous me disiez que c'était peut-être des démarches plus générales que les vôtres. Alors dans l'addiction au jeu d'hasard et d'argent, donc l'addiction au casino, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments qui sont dédiés à ça. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, aucun médicament n'est vraiment dédié aux addictions au jeu de hasard et d'argent. Par contre, comme tout type d'addiction, mine de rien, il peut y avoir des comorbidités avec d'autres pathologies, donc des pathologies associées, et ce qui fait que ce qui peut être toujours intéressant d'avoir un suivi médical pour pouvoir traiter ces pathologies, ces comorbidités en tout cas. Donc ça reste important. Et puis bien évidemment, le gros du travail, ça va être en psychothérapie, donc avec différents types d'approches, approches psychodynamiques, systémiques, pour avoir aussi le lien avec la famille, des choses comme ça. Et les TCC aussi, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui elles sont vraiment bien utilisées pour les personnes justement qui ont une addiction au jeu d'hasard et d'argent, parce qu'on va venir travailler et les cognitions, donc, et les pensées qu'on a
autour du jeu, mais on va travailler aussi les comportements, donc trouver des stratégies pour faire face en fait aux comportements problématiques. On va travailler aussi tout le versant émotionnel, parce qu'on peut très bien, et d'ailleurs la majorité c'est ça aussi, c'est quand on tombe dans l'addiction, c'est on consomme une substance ou on consomme un comportement pour éviter de penser à ses soucis par exemple, gérer entre guillemets son stress, avoir en tout cas l'impression de gérer ses émotions pour que ça passe du mieux possible. Donc tout ça c'est important de le traiter en thérapie. Les groupes de parole, ça peut être hyper intéressant de pouvoir déjà sortir de l'isolement, parce que ça peut être des personnes assez isolées aussi. Sortir de l'isolement, rencontrer des personnes qui vivent des choses similaires, même si c'est pas exactement pareil. Rencontrer aussi peut-être des familles, et puis avoir un suivi social, ça va être hyper important, puisque comme je l'ai dit juste avant, il peut y avoir beaucoup de problèmes financiers, problèmes juridiques, des choses comme ça, et donc d'avoir un côté social, ça peut être très pertinent aussi. Comment on peut sensibiliser justement les joueurs de casino à ce type de dépendance? C'est un petit peu ce que je demandais tout à l'heure du coup, mais avant qu'elle ne devienne problématique. Déjà, avant qu'elle devienne problématique, ce qui est important, c'est d'informer le plus possible, que les personnes puissent comprendre aussi que c'est une maladie, que c'est une addiction, donc il faut, pour éviter d'en arriver là, de comprendre le mécanisme, de comprendre aussi le mécanisme des casinos. Aussi, ça peut être hyper intéressant, comme ça la personne, elle peut peut-être plus être sensible à certaines choses dans le lieu du casino, d'être sensible et de voir un peu plus tous les mécanismes qui sont mis en place, ce qui peut me permettre de faire plus attention finalement, d'être plus vigilant. Après, ça va être peut-être d'instaurer des règles aussi, des règles de temps, les règles de budget, d'avoir des personnes de confiance aussi à côté ou de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, ça va être intéressant. Et puis, on n'est pas obligé d'attendre d'être dans l'addiction pour avoir un suivi à côté. Si on sent que on se pose des questions sans forcément avoir franchi la ligne de l'addiction, on peut très bien franchir la porte d'un psychologue ou un accompagnement de santé ou tout autre domaine de la santé pour pouvoir avoir des stratégies et pour pouvoir prévenir du mieux possible le côté addiction. Du coup, ce que vous dites sur une partie, c'est un peu remettre de la conscience finalement sur notre comportement. Ouais, remettre de la conscience avant que ça soit trop tard, entre guillemets, même si l'addiction est installée. Prendre conscience de notre comportement, des moments où on sent que c'est un peu plus difficile, c'est peut-être pas le moment d'y aller, et d'être dans l'échange en fait, d'être dans la communication. Donc ça peut être aussi d'informer les familles aussi pour éviter tout jugement ou tout leçon de morale ou toute autre chose. Le message vraiment que je veux faire passer, c'est que l'addiction, c'est une maladie chronique qu'on ne guérit pas forcément, mais qu'on peut se rétablir. Le chemin du rétablissement est assez difficile, on ne va pas se mentir. Il y a souvent aussi des rechutes, des reconsommations, que ce soit de substances ou de comportements aussi. Mais ce qui est important, c'est de se faire accompagner par des professionnels qui sont formés dans le domaine de l'addiction. Voilà. Mais c'est une maladie, mais on peut très bien se rétablir.